Oui, il y a toujours des limites aux études, évidemment, mais quelle est l'alternative qui ne dispose pas de biais? J'en connais pas. Et donc pour le moment, la méthode scientifique, c'est la méthode la plus fiable. Globalement, ça semble être celle qui fait les meilleures prédictions ou celle qui tente de faire la meilleure description approximative de la réalité. Alors je suis navré, mais tous les biais que tente d'éviter la méthode scientifique sont présents lorsqu'on tente d'établir des connaissances à partir de seulement l'expérience personnelle. C'est une grosse mafia, les études et les publications scientifiques, c'est-à-dire que tu paies à de multiples reprises quelque chose qui a été généralement financé par de l'argent public. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Soulol qui est coach sportif et formateur. Alors aujourd'hui, c'est très simple, on va parler de littérature scientifique, c'est-à-dire comment la lire, les pièges dans lesquels ne pas tomber, où aller chercher l'information scientifique et bien d'autres choses encore. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Et si par exemple, parce que c'était intéressant ce que tu disais sur la p-valeur, qui était au final quelque chose d'arbitraire, enfin en tout cas qui datait et qui ne se basait pas sur peut-être des milliers de données, enfin je sais pas comment un peu exprimer ma pensée, mais qu'au final on aurait pu très bien dire 0,04. Toi, quand tu as du coup une étude où la p-valeur, alors je sais qu'on ne tient pas compte uniquement de ça, mais si on reste dans ce cadre-là, si c'est du coup au-delà de cette valeur-là, est-ce que du coup, toi, tu réfutes à ce moment-là, tu dis ok, c'est pas significatif d'office, ou alors est-ce que tu as cette espèce de nuance en te Mm. disant bah ouais, c'est pas significatif pour un chiffre qui a été mis de façon arbitraire il y a 70 ans, mais peut-être qu'au final, alors je sais que c'est pas peut-être une question facile comme ça. euh, Non, mon attitude lorsque je vois ça, c'est pas ça, c'est que il y a toujours, j'utilise toujours une conjonction d'éléments ouais, statistiques en fait. Je vois s'ils convergent ou s'ils convergent pas, et je vois dans quelle mesure les bornes d'intervalle de confiance sont larges ok, ou pas. En fait, si tu veux, une p-value par exemple, elle peut être à 0,08. Tu vois, on est ouais, proche quand même du seuil de significativité statistique. Et donc il y a plusieurs hypothèses que l'on peut formuler. On manque de plus, c'est un faux positif. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où en fait les résultats sont pas vraiment presque significatifs. C'est juste une erreur ou du hasard statistique qui vient de rentrer mhm, en jeu. Je peux aussi faire une autre hypothèse en fonction de où se situent mes intervalles de confiance, notamment la borne inférieure. Euh, Si on parle d'effets ouais, positifs, bien sûr, bon, qu'importe, ça n'a pas d'importance, ça dépend de comment j'ai fixé mes références au niveau de mon tableau, au niveau de mes mhm, résultats. Mais les bornes, est-ce qu'elles sont proches de, de ne pas comprendre l'absence d'effet? ouais, Et si c'est le cas, alors peut-être que ça dépend de la taille de l'échantillon. ouais, Peut-être qu'on a juste un manque de puissance statistique dans l'étude, c'est-à-dire que la taille de l'échantillon n'est pas suffisamment importante, puisque la puissance statistique dépend en grande partie de la taille de l'échantillon. Et donc dans cette mesure, peut-être que j'attends tout simplement que des études soient ouais, répliquées ok, et qu'on augmente artificiellement en faisant des méta-analyses par exemple, donc l'accumulation de plusieurs études au sein d'une même analyse. euh, je peux artificiellement augmenter la taille d'échantillon. Souvent en sciences du sport, on n'a pas beaucoup de personnes dans les ouais, groupes. C'est même très rare. Là, je crois que la moyenne, elle est aux alentours de 15 à 20 personnes ouais, par groupe. C'est pas énorme, hein. Donc en fait, c'est même assez faible. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est ouais, patienter, attendre qu'il y ait quelques études qui se mettent en place. Et à partir de là, on verra si l'accumulation de données permet d'augmenter artificiellement la taille de l'échantillon et donc de vérifier si oui ou non c'était bien entre guillemets significatif ou pas nécessairement. ouais, ok. Tu vois. Donc il y a, il faut pas être fixé Ok. là-dessus. Et tu parlais de Ouais. puissance statistique et de taille d'échantillon. Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, Mm. mais à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'un échantillon est suffisant pour
tenir compte quand même de l'étude? Est-ce qu'il y a un cut-off ou une valeur qui, au-delà de laquelle voilà, on doit quand même se remettre en question? Non, la valeur, elle n'est pas fixe, elle dépend des conditions Ok, expérimentales. ok, Donc en fait, elle dépend de ta question expérimentale et de tes conditions. Donc elle est à calculer d'accord. systématiquement. Donc tu peux avoir en fait une Donc étude de, parfois, 5 sujets qui serait plus, plus valide qu'une étude de 20 sujets mal menée. non, il y a de fortes chances que non. Ok. Là, c'est J'ai un trop peu faible cherché dans comme les extrêmes, mais... ce que tu viens de citer. Ouais. Non, par contre, euh, il n'est pas impossible que selon certaines conditions Hmm, expérimentales, quand on a 20 sujets par groupe, ça ok, suffit. ouais, Ok. Ça arrive pour les conditions expérimentales que je viens de mettre en place et la puissance statistique souhaitée, ça ok, arrive. Mais c'est pas souvent le cas. Et puis malheureusement, les chercheurs et les chercheuses sont pas toujours très bien formés au calcul de puissance statistique. Et donc il arrive qu'ils fassent des erreurs tout simplement dans les estimations et qu'en fait ils sous-estiment très largement la taille de l'échantillon ok, nécessaire. Donc un des gros problèmes de la littérature scientifique en sciences du sport, c'est sa taille ouais, d'échantillon. C'est clairement la puissance statistique manque. On a très peu de monde, donc il faut améliorer très largement. Mais une des priorités, c'est ok, ça, c'est d'améliorer cette puissance ouais, stat. Donc il n'y a pas de chiffre à donner. Selon la condition expérimentale dans laquelle tu te situes, on peut le calculer correctement. Il y a Layan Fessler qui a fait toute une présentation au cours de sa thèse sur le sujet, à laquelle j'avais pu assister, mais j'ai complètement zappé ce qu'il y avait comme contenu à mhm, l'intérieur. Je me souviens plus du nom ouais, des méthodes. Je suis passé à autre chose depuis, ouais, mais ça se fait quoi. Il y a un ensemble de méthodes qui existent, qui sont décrites dans la littérature scientifique et qui proposent aux chercheurs et chercheuses de faire les choses correctement. Donc il faut prendre conscience de ça, tout ok, simplement. Mais il n'y a pas de chiffre à donner ok. fixe. Ça n'existe Parce que, pas, tu vois. ouais, Et parfois, il arrive que des études à 400 bonhommes soient pas ah suffisantes. oui, Il n'y a pas assez de monde, hein. ok, Pour les conditions expérimentales que tu viens de mettre en place et ce que tu cherches, c'est pas ok, suffisant. Donc, voilà, et c'est pas une question de chiffres, tu vois, c'est souvent on dit waouh, il y avait beaucoup de monde ou il y a pas beaucoup de monde, c'est ouais, bon. Bah non, si le calcul dit que c'est pas bon, le calcul dit que c'est pas bon, tu manques de puissance stat. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas grave. Malheureusement, ça biaise les résultats, ça augmente le taux de faux négatif ou de faux ouais, positif, mais le faux négatif, non, notamment. ouais, ok. Mais bon, il faut Ouais, accepter mais quoi. ça, Ouais. je dis ça parce que, notamment dans le domaine un peu plus de la kiné, et je pense même ça s'applique aussi au coaching parce que c'est une étude qui est souvent reprise pour justifier, par exemple, l'intérêt de l'isométrie dans son comportement antidouleur. Tu vois, on dit souvent, ouais, Mm. l'isométrie, c'est incroyable, ça permet voilà, de casser un petit peu ce cercle douloureux très rapidement. Et alors, souvent, les gens, et moi le premier, enfin, j'ai été aussi comme ça, hein, à m'appuyer sur, au final, une étude, surtout, d'Ebony Rio, qui était Mm. sortie en 2016, je pense, et alors, tout le monde disait, ouais, c'est génial, 5 fois 45 secondes d'isométrie au leg extension. Ça permet de diminuer la douleur en cas de tendinopathie patellaire chez des jeunes volleyeurs en saison, c'est trop bien. Et du coup, tout le monde s'est mis à faire 5 fois 45 secondes d'isométrie. Force est de constater que ça fonctionne chez l'un, mais ça fonctionne pas spécialement chez l'autre. Et en fait, il y a quoi? Il y a quelques années, je me suis dit, tiens, si on allait voir un peu cette étude, sous recommandation, je pense, d'un post que j'avais vu sur Insta qui critiquait un peu ça. Et en fait, tu te rends compte que dans l'étude, il y a 6 sujets. Il y a 6 sujets. Et donc, en fait, c'est hyper faible. Et j'adore les travaux d'Ebony Rio. Et je pense que, heureusement qu'elle est là pour faire avancer un petit peu toute cette recherche sur les tendinopathies. Mais en l'occurrence, cette étude, aussi intéressante soit-elle, et ben en fait, 6 sujets, moi, je me suis dit, bah, c'est pas du tout assez. Ils le disent dans la discussion, mais encore une fois, les gens ne lisent pas la discussion ou les limites, ils Mm. lisent les résultats. Et les résultats sont là, hein. Il y a une réduction significative de douleur, hein. Mais quand on y réfléchit, ben, pour moi, ça, c'est l'exemple parfait de l'étude qui récapitule un peu les biais, en tout cas les limites que tu as pu, toi, énoncer plus tôt, c'est-à-dire bah, pas énormément d'individus, euh, une population très ciblée, tu vois, c'est des jeunes volleyeurs en saison, hommes, Mm. quid de l'extrapolation après chez d'autres gens. Et donc voilà, je voulais faire ce parallèle parce que je trouve ça important parce que c'est souvent quelque chose qui est avancé pour l'isométrie en kiné. Et je pense qu'il faut aller voir vraiment, faut se forcer à lire l'étude, en fait. Et je dis ça, et je pense comme tout le monde, parfois j'ai vu une étude, j'ai fait, ah, ok, c'est cool, et j'ai pris ça comme argent comptant, mais au plus le temps passe, au plus je me dis, on va aller voir un petit peu quand même ce Mm. qui s'y dit.
Et du coup, c'est vexant parce que tu lis et tu fais ah, en fait, ce que je pensais, c'est pas vraiment ça. Et en fait, c'est pas si clair que ça. Et je pense qu'on est Ouais. d'une nature, la nature humaine veut des trucs simples et veut des trucs cadrés. Ouais. Et en fait, la littérature, c'est tout sauf ça, je pense. Enfin, je trouve. En tout cas, c'est plein de nuances. Mhm. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, les études, c'est cool, mais attention aux interprétations qu'on en fait. Ouais. Ouais. Alors, ici, je voulais aussi, maintenant que tu nous... Enfin, je ne sais pas si tu avais encore quelques termes en tête ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour selon toi, parce que ça peut être infini, tu vas me dire, mais est-ce que pour toi, Ouais, c'est ça. l'essentiel, on va dire, la première étape est déjà définie ouais. Oui, oui, globalement. On a vu les p-values, les intervalles de confiance, la taille des Ouais, faits. Ça, c'est les outils statistiques les plus ouais, couramment rencontrés, donc ouais, c'est pas mal. La question de la déjà validité. pas mal, hein. À partir de là, on entre dans des détails qui correspondent à des conceptions méthodologiques, à des questions de recherche. Donc peut-être que effectivement, on va Ouais, pas continuer la liste, sinon on en a pour ouais. encore On 3 pourrait heures. faire un Donc podcast que sur ça. c'est pas grave. Mais Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc non, il vaut mieux soit se former, soit directement lire les études et aller voir un petit peu, taper sur Internet, ça ouais, c'est bête, hein, ouais, quand il y a un terme qui est un peu flou, on le tape sur Internet, souvent les pages Wikipédia, elles sont très très bien fournies sur le sujet, hein, elles ne sont pas ouais, du c'est tout... vrai. au contraire, elles sont assez bien faites, assez informatives. Pour ceux et celles qui s'intéressent aux statistiques, il y a le blog Delia Mhm. Data, donc DE2LA et data comme Ok. données en anglais, qui fait des articles statistiques, des articles de blog sur les stats, qui sont accessibles pour absolument tout Ok. le monde. C'est une clarté absolue, et ça aide vraiment à dégrossir les notions et à pas être statisticien, statisticienne, juste avoir une vague idée de quoi on parle quand on parle de ce test-là, qu'est-ce que ça fait, Mhm. qu'est-ce qu'on Ouais. teste, tu vois. Donc typiquement, Ok. voilà, c'est le genre de choses qu'on peut aller Trop bien. voir. N'oubliez pas la force d'Internet aussi, il y a beaucoup de Ouais, il y faiblesses, a mais, beaucoup de force aussi. mais là, il y en a de la Ouais, force quand mais même. même un truc qui fonctionne bien, je trouve, faut toujours prendre ça avec des pincettes aussi, mais c'est par exemple ChatGPT. Moi, je vais demander, par exemple, de définir un terme, et puis je lui demande de me l'expliquer comme si je n'y connaissais rien. Et en fait, à ce moment-là, ChatGPT Ouais, va... Bon, évidemment, il faut que du coup l'info sur laquelle il se base soit vraie, donc il faut quand même toujours rester critique. ouais, Et je pense qu'au plus on va dans le détail, au plus il faut rester critique. Si on lui demande est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, c'est différent de décris-moi le test statistique super complexe. ouais, Mais c'est ouais, ouais. hyper intéressant et il Mm. reformule vraiment de façon comme si on n'y connaissait rien. Et du coup, c'est cool parce que ça demande un peu d'humilité de dire je n'y connais rien, vas-y, décris-moi. Mais je pense que ça permet Ouais, au bot, enfin au chatbot, de vraiment comprendre qu'en fait, il faut qu'il utilise des mots simples. Et voilà, donc ouais. voilà, petit tips en passant. Euh, et ici, j'aimerais bien aussi aborder, vu qu'on a fait un petit peu le tour de tous ces termes un petit peu farfelus, euh, pour chercher un article scientifique, il y a beaucoup de bases de données. On Mm. ne sait pas toujours vers quoi se tourner. PubMed, Google Scholar, etc. Toi, ben, voilà. Après, ça reste peut-être personnel, tu vas me dire, mais quel est toi quelles sont tes préférences, s'il y en a une, ou est-ce que tu utilises tout un petit peu de façon conjointe? Euh, Qu'est-ce que tu utilises plus que quelque chose d'autre? Pour quelle utilisation a priori? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton utilisation de toutes ces choses-là? Ouais, si tu veux. Bon, il n'y a pas grand-chose à Ouais, dire en soi. En fait, elles se valent à peu près toutes, mais elles indexent pas de la même manière. Donc, en fait, c'est juste ça qu'il faut ouais. avoir en tête. Typiquement, PubMed, c'est tous les articles indexés à ce qu'on appelle Medline, qui est la banque nationale Mhm. américaine sur laquelle tu peux te faire indexer ou Ouais, pas, tu vois. T'es pas obligé, toutes les études sont pas indexées à ouais, Medline, hein. Donc, le champ des possibles est restreint avec Medline, même s'il est mhm. particulièrement large et qu'il y a de quoi faire, il n'y a pas de problème, tu risques d'y passer quelques Ouais, petites heures, si c'est pas des semaines, et donc du coup ça devrait aller. Donc moi j'utilise en priorité PubMed. ouais, Pas toujours quoi. Tu vois par exemple quand j'ai besoin d'une étude qu'elle n'est pas en accès libre, qu'elle n'est pas en accès gratuit, ben, je vais sur ouais, ResearchGate, qui est une forme de, entre guillemets, plateforme réseau social des chercheurs-chercheuses. Et donc, bah, j'ai mon compte et puis je réclame les études aux auteurs et aux autrices directement comme ah ouais, ça. ok. Donc, quand Ouais, je peux pas y avoir accès, c'est ResearchGate que j'utilise en priorité. Ou passer par Sci-Hub, donc qui est le site entre guillemets qui est pas censé être très légal, mais bon voilà, ouais, qu'importe. Je pense que moralement il a tous les arguments qu'il faut pour le ouais, soutenir.
Et donc, c'est la manière d'utiliser à partir des identifiants d'études, donc typiquement à partir de ce qu'on appelle le Ouais. DOI, donc c'est un indice, un identifiant digital. Euh, Tu prends ce DOI, tu le mets dans Sci-Hub et normalement, il est censé t'envoyer le PDF pour les études qui sont pas Ouais. trop récentes. Souvent, Voilà. quand c'est 2023, Ouais, 2024, il dit qu'il l'a pas. ouais. Comment ça se fait qu'il l'a pas en fait? 2000, Enfin, parce que tu peux, elle en ce moment, alors si je dis pas de bêtises, je me suis pas mis à jour là-dessus depuis un moment, mais El Bakian, qui est la responsable et la fondatrice de Sci-Hub, a beaucoup de ok. problèmes. Tout simplement, et les serveurs se sont fait shooter. Bref, il y a plein de. Elle est obligée de passer à droite à gauche, donc elle peut pas forcément remettre à Ah, jour ouais. et remettre les PDF en ligne, tout Ok. simplement. Donc c'est des petites choses Ok. comme ça qui font que les articles récents sont probablement pas dispo. Moi, je pense que des articles en dessous de 2022, c'est faisable. Au-delà de Ouais. 2022, j'ai rarement eu Pareil. l'accès aux articles. Très très rarement. Donc du coup, c'est pas la peine de compter sur SciHub pour des articles très Mhm. récents. Mais ResearchGate, ça marche très bien aussi. Envoyer un mail, ça marche très bien. Envoyer un mail aux auteurs, ça marche Ok. bien aussi. Euh, et puis voilà, tu vois, il y a des Ouais. trucs comme ça. Donc PubMed, c'est ce que j'utilise en priorité. Google Scholar, c'est très 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 Ouais. large. Un peu trop, parfois tu Ouais. t'y perds. Donc du coup, je l'utilise en dernier recours. Je l'utilise notamment quand je trouve pas les études sur PubMed. C'est-à-dire, je fais ah, elle n'est pas indexée celle-ci. Bon ben, je vais voir sur Google Scholar, parce que je sais que comme il est plus large, il y a de fortes chances pour qu'il me le Ouais. retrouve. Et quand c'est pas Google Scholar, c'est Google tout court, hein. Parfois, il arrive que Google Scholar me trouve pas l'étude. En fait, tout simplement parce que c'est un site obscur qui vient du fin fond de l'Asie ou du Pakistan et cette étude a été publiée là-bas et c'est Ouais. bizarre, mais bon, Ok. voilà. C'est comme ça, c'est pas Ok. grave. C'est pas toujours grave. Euh, et donc, ouais, ensuite, bah, t'as Elsevier, donc Science Direct, Ouais. Science Direct qui est le moteur de recherche qui indexe les études de Elsevier Masson, mais comme je boycotte Elsevier à titre Ah. personnel, je ne l'utilise jamais. Ok. Euh, ou je tente de faire au mieux pour le Pourquoi boycotter tu le un peu, boycottes si c'est pas au indiscret? moins un peu. Parce que c'est une grosse mafia, Ok. les études et les publications scientifiques, c'est-à-dire que tu paies à de multiples reprises quelque chose qui a été généralement financé par de l'argent Ok. public. Donc du coup, c'est de l'entreprise, de la société privée qui récupère ton pognon et qui te fait payer plusieurs Ok. fois. Donc une étude est mise en place à partir, souvent, pas toujours, hein, mais souvent d'argent public, de bourses d'État, gouvernementales, etc., européennes, nationales, tout ce que Mhm. tu veux. Donc c'est entre autres tes cotisations Ouais. qui paient ça. Et à partir de là, si tu veux publier dans un journal plus ou moins coté, le laboratoire paie, et le laboratoire va devoir repayer pour avoir à nouveau accès à Ah l'étude. ouais. Donc en fait, ceux qui publient, les éditeurs, ça se compte en milliards Ah chaque ouais. année, se font un pognon de fou sur ton dos à partir de tes cotisations. Parce que c'est entre autres tes cotisations qui ont payé les études. Et Elsevier est probablement le plus gros monstre sur ce Ok. point-là. Donc du coup, quand je peux éviter Elsevier, j'évite Elsevier. Parce que typiquement, c'est celui qui se fout de la gueule du monde bien comme Ok. il faut, quoi. Et ça fait partie des premiers groupes de pression sur les gouvernements, les premiers groupes de pression à râler sur le fait qu'on veut de l'open access sur les études, c'est-à-dire qu'elles soient Mhm. mises en accès libre, donc non Ouais. payantes, tout simplement. Bref, ce genre de choses, tu vois. Typiquement, le groupe Nature, il a augmenté, si je dis pas de bêtises, il a augmenté son tarif pour les publications en open access. C'est 9 à 10 000 dollars par article Ah ouais. si tu veux publier en open access chez eux, quoi. Pouah. Donc tu fais non, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est pas possible. Donc tu as déjà utilisé ton pognon pour mettre en place une étude, des conditions expérimentales compliquées, avec souvent un manque de moyens et donc des tailles d'échantillons réduites, des biais dans tous les Mhm. sens, et des résultats avec des hypothèses qui sont pas toujours très crédibles, bon, qu'importe. Et puis ensuite tu vas devoir repayer pour avoir accès à quelque chose auquel tu as déjà participé. Donc on faisait une grosse mafia et j'ai pas envie de. Ouais, je comprends. Voilà, j'ai pas envie. Donc il y a suffisamment d'arguments moraux pour soutenir SciHub et tenter à tout prix de passer par autre chose Ah, que payer. mais c'est Tu hyper vois? intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que Voilà. moi j'avais vu ces, ces débats un petit peu autour de SciHub, etc. Moi j'ai toujours trouvé ça génial et de toute façon je me suis toujours dit que si je devais payer les articles que je lisais,
je serais pauvre. C'est-à-dire que Oui, c'est non, non, oui, oui, impayable. très Quand clairement. je vois les articles, je vois parfois, tu sais, tu cliques pour avoir accès et te dire que sur un malentendu, ça va bugger, tu vas quand même avoir accès gratuitement. Puis ils te proposent de payer. C'est 39 balles Ouais, parfois. Et tu te ouais. dis, alors je veux bien, hein, mais quand tu vois parfois les études, la qualité derrière, parfois il y en a vraiment qui sont éclatées. Je me dis, imagine, tu payes 30. Si Ouais, c'était 39 € pour l'étude qui va révolutionner ma pratique, je les donne direct. Mais là, parfois, tu as vraiment des études ouais, éclatées au sol avec un titre génial et en fait, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Tu sais rien en faire. c'est Je me ça. dis, attends, si je paye 40 balles et que ce qu'il en ressort, c'est nada, je pense que j'ai envie de Ouais, pleurer. Donc, personnellement, je n'ai pas honte de ouais, le dire, ouais. j'ai jamais payé une étude. Enfin, Non, après, moi non plus. j'espère qu'on va pas se faire shadow ban Hum, par les. Mais, hum, hum. mais honnêtement, enfin, j'ai jamais payé une étude. Mais bon, ouais, donc j'espère aussi que ça va continuer. En plus, je me demande honnêtement comment les étudiants feraient leur mémoire, tu vois. Enfin, je vois pas. Complètement. On peut toujours utiliser les accès universitaires quand tu es en université. L'université paie des milliers, voire des millions d'euros Ah chaque ouais, année pour pouvoir accès à certains ok. journaux, pour pouvoir avoir accès à certains journaux. Donc du coup, tu peux profiter de ta connexion universitaire pour récupérer des études qui sont, qui correspondent ou qui ont été publiées dans les journaux qui se sont fait payer par ton université. Mais si c'est d'autres Bah, journaux, tu c'est n'auras pas ça. accès. D'accord. Donc c'est toujours un piège. Une université peut pas tout payer. C'est pas Mhm. possible. Elle a des journaux de préférence parce qu'elle juge que le travail correspond au travail que fournissent les laboratoires au sein de Mhm. l'université ou parce que ce sont des journaux particulièrement Ouais, cotés. c'est ça. Typiquement, donc c'est rare de pas avoir dans les universités de grandes villes notamment, c'est rare de pas avoir accès à Nature, à Science Advances ou au groupe Cell. Voilà, c'est rare de pas avoir Ok. ça quand même. Tu vois. Ouais. Mais bon, c'est typiquement tu paies à chaque fois quoi. Donc oui, non, ne surtout jamais payer pour une étude, ne vous faites pas avoir, c'est juste Mhm. l'arnaque. Et donc vous avez déjà payé pour cette étude, vous avez déjà cotisé. Donc ne vous laissez Ah, pas mais faire. c'est. c'est- Et euh, c'est- contournez tout ce que vous pouvez, faites en sorte de contourner tout ce que Ouais, vous pouvez. C'est hors de d'accord. question tu sais, même les chercheurs et les chercheuses avec qui j'étais en master me le disaient, Ouais. hein. Il est hors de question que vous payiez pour une étude, on vous Ouais. l'enverra. Si jamais vous n'y arrivez pas à accès, il est hors de question que vous payez. On ne paye jamais, nous. Enfin, il est hors de question qu'on paye, bien Ouais. sûr. Dis donc, non, non, on se débrouille toujours pour l'avoir. Vous en faites pas, on connaît les auteurs, on se débrouille toujours pour avoir le PDF. Il est hors de question que vous payiez Ok. quoi que ce soit. Bah, tu vois, c'est. Donc, et ce qui est normal. Naïvement, Ce qui est normal, naïvement, on ils se ont dit raison. toujours, ah, mais non, mais il faut quand même payer les pauvres, c'est pour payer leur travail, tu vois. Non, non, Et c'est un truc où moi, à non, l'époque, je me non. disais ça. Je disais, ouais, ok, je télécharge sur SciHub, mais en fait, eux, ils vivent de ça. Mais en fait, tu fais bien de rappeler qu'en fait, c'est pas ça qui les fait vivre. Ils Non, vivent déjà non. de ça avant. Ouais. Oui, 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 ils vivent très bien. Ils vivent Donc, très bien. Il n'y a pas de problème. Ça se compte en millions, milliards. Donc, non, non, je ne vais pas les plaindre, en fait, si tu veux. Il n'y a pas de et problème. Ouais. ok. Et alors ici, j'aimerais bien aussi aborder un sujet qui sort un petit peu de ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, mais qui reste quand même dans tout ce qui est un peu études scientifiques, je vais y arriver. Bon, et ce que j'aime bien dans ce sujet, c'est que ça concerne autant les kinés que les coachs. On a tous vu Mhm. passer des études, des dizaines d'études montrant l'activation électromyographique des muscles selon Oui. différents Mhm. exercices. C'est quelque chose qui a en kiné en tout cas, et je pense aussi en tant que coach, parce que c'est lié. euh, on a vu énormément passer ça pour tous les muscles, enfin un grand fessier, etc. Et on s'est souvent basé Mhm. là-dessus pour définir qu'un exercice était intéressant ou pas. Euh, et donc, ma question, ce serait bah, tout simplement, est-ce que c'est un moyen fiable de se baser sur ces études EMG? Est-ce que ce sont des études fiables et intéressantes pour juger qu'un exercice soit intéressant ou pas, que ce soit pour stimuler un muscle ou pour l'hypertrophie, des choses comme ça? Quel est toi ton Mhm. avis là-dessus? Il n'y a pas de... Comment dire? Ça dépend ce qu'on entend fiable Ouais. ou ça dépend ce qu'on entend intéressant, tu vois. C'est-à-dire que ton relevé électromyographique, qui est une mesure de surface la plupart du temps, de l'activité électromyographique du muscle, c'est-à-dire de la dépolarisation de la Mhm. membrane en surface, elle est utile pour faire du on-off.
C'est-à-dire que le muscle est activé ou il n'est pas activé. C'est-à-dire il connaît une activité électrique ou il ne connaît pas une activité électrique lorsque je réalise un geste sportif Mhm. ou un geste tout court. Tu vois. Donc tu peux savoir, à condition d'avoir un peu transformé les données, c'est-à-dire un peu transformé les résultats, les Mhm. signaux électromyographiques, donc il y a plein de transformations possibles, ça n'a pas d'importance. En fait, si tu veux, si tu fais la moyenne des signaux bruts, c'est zéro. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a Ouais. autant de dépolarisation que de polarisation de la membrane. Ce qui est normal, c'est le cycle classique physiologique. Donc ça n'a pas d'intérêt pour toi. Ce que tu veux, c'est à minima transformer les données, c'est-à-dire les mettre en absolu, donc n'avoir que des valeurs positives et pas de valeurs négatives. Et puis ensuite, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire une moyenne, intégrer les signaux, tu peux calculer l'air sous la courbe, bref, il y a plein de transformations avec les signaux électromyographiques à avoir. Et selon la méthode que tu emploies, tu as de la surface, tu peux avoir de l'intramusculaire, donc tu as planté une aiguille plus ou moins profonde pour avoir des unités motrices plus précises. Tu as des nouvelles méthodes qui sortent avec de la haute densité, donc on est censé avoir des grilles, entre guillemets, ou des électrodes qui sont plus larges et qui sont, par une transformation de signal, encore une fois, normalement capables d'interpréter le comportement d'une unité motrice sous-jacente aux électrodes. Ouais. Bref, donc du coup, il y a plein de ça. Il y a plein de petites caractéristiques des EMG. En ce moment, pour ceux et celles que ça intéresse, il y a depuis 2019-2020 une série de publications du CD Project qui sortent, qui cherchent à établir un consensus international sur l'utilisation de l'EMG, la terminologie, les méthodes de traitement statistique, l'interprétation que l'on a des termes, etc., les méthodes de mesure que l'on emploie, bref, CD Project, donc CEDE Ok. Project, avec de l'électromyographie, vous devriez retrouver tout ce que vous avez envie de Ok. retrouver. Du coup, la question c'est, qu'est-ce que j'en fais? Si j'en fais du on-off, savoir si un muscle est en activité ou s'il n'est pas en activité, ça fonctionne très bien. Euh, Si j'ai envie de voir ce qu'on appelle des patterns musculaires, c'est-à-dire que je fais un mouvement je sais pas, je pédale sur un vélo et j'ai envie de savoir Mhm. temporellement à partir de quand mon muscle est en activité ou pas en activité. Parce qu'en fonction des leviers mécaniques, il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'est pas forcément activé ou en activité à ce moment-là. Bon, ben, l'EMG est d'une aide assez précieuse là-dessus parce que on est capable de récupérer les bouffées d'activité électrique des muscles, des groupes musculaires Ouais. principaux, et donc dans cette mesure de voir temporellement à partir de quand tel groupe musculaire est en activité Ok. ou pas. Et le troisième avantage de l'électromyographie, c'est de quantifier ce qu'on appelle la coactivation, qui est donc de dire que quand je fais une flexion de coude, typiquement, qui est mon activité, qui est le muscle agoniste responsable donc du mouvement, c'est tout ce qui relève des fléchisseurs du Mhm. bras, donc brachioradial, brachial et biceps, pas fémoral, mais brachial, pardon. Pas celui-ci, ça serait bizarre. Mais il y a toujours une activité électrique du Ouais. triceps. La supposition que l'on fait, c'est que c'est pour maintenir les forces et répartir les forces et les pressions au niveau de la Ouais. capsule articulaire. Donc c'est essentiellement, c'est l'hypothèse principale. Je ne sais pas si depuis elle a été validée, je sais qu'elle est très vieille cette Ouais. hypothèse, donc qu'importe. Mais bon, dans tous les cas, l'EMG sert à ça. Maintenant, si je me pose la question des gains de force maximale ou de l'hypertrophie, alors la question est différente. La question est différente parce que ça signifie que je fais l'hypothèse que mon électromyographie est le reflet de l'état d'activation musculaire, c'est-à-dire du nombre d'unités motrices qui est en train d'être activée, qui est elle-même le reflet de la tension appliquée à chacune des fibres au sein du Ouais. muscle. Et en fait, cette relation, elle n'est pas Ok. causale. Cette relation, elle n'est pas vérifiée à l'heure actuelle. C'est un article de Vygotsky et de ses collaborateurs, donc Andrew Vygotsky et de ses collaborateurs en 2022. Je crois que c'était l'European Journal of Applied Physiology qui a publié ça. Euh, Ok. on se retrouve dans la situation où il y a plein de nuances à apporter sur ce type de relation et en fait, souvent les bouffées aiguës que l'on peut observer n'ont pas de corrélation particulière avec la magnitude des gains en Ok. hypertrophie. Donc, c'est pas parce que une activité électrique a été quantifiée comme étant supérieure d'un exercice par rapport à Ouais. l'autre, au niveau du biceps fémoral par exemple, au niveau du grand fessier, au niveau du biceps brachial, ce que tu veux, que ça aboutira nécessairement à une hypertrophie Ouais. supérieure.
Donc il n'y a pas nécessairement de magnitude, il n'y a pas de corrélation entre les deux. En tout cas, là, souvent, les résultats échouent à montrer une corrélation entre les deux, surtout dans des conditions Ok. dynamiques. C'est-à-dire que dans des conditions isométriques, il existe un lien entre l'activité électrique mesurée par EMG et la production de force maximale de l'individu en isométrie. Donc soit la relation est linéaire, soit elle est dite curvilinéaire, c'est-à-dire qu'il y a une inflexion de pente à 20-40% de force maximale volontaire Ok. isométrique. Donc ça, c'est des vieilles études de Lucas dans les années 80, 90 et Ok. parfois avant. Ok. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à utiliser l'EMG très régulièrement. Ok. Euh, mais en dehors de l'isométrie, dans des conditions dynamiques, le problème c'est que la relation entre la force maximale de l'individu en termes de production aiguë et l'activité électrique, elle dépend d'un ensemble de Mhm. paramètres que tu maîtrises pas forcément. Ça dépend de la longueur des fibres Ouais. sous-jacentes. Ok. Donc il y a toujours une variation d'angle qui connaît une corrélation avec le raccourcissement ou l'allongement de certaines fibres musculaires, donc on appelle des fascicules. Et ça correspond, ça, il y a l'autre paramètre aussi, c'est le groupe musculaire. Ils n'ont pas tous la même architecture et donc parfois ils n'ont pas tous les mêmes relations entre les bouffées observées et c'est-à-dire les bouffées électromyographiques et la force maximale Ouais. produite. Il y a la vitesse gestuelle qui a un effet également. Si je vais très vite sur un mouvement, j'aurai un très gros pic, très certainement, d'activité électromyographique, mais pour autant, c'est pas forcément une méthode excellente pour développer la force maximale ou pour développer Mhm. l'hypertrophie. Il y a d'autres Ouais. paramètres qui sont particulièrement importants et pas forcément la vitesse Ouais. gestuelle. C'est même probablement la plupart des résultats échouent à montrer en avant, à montrer des bénéfices de la part de variations de certaines vitesses gestuelles pour de l'hypertrophie ou de Mhm. la force max. Euh, Ok. donc du coup, j'ai envie de te dire oui pour sélectionner des exercices, mais pas pour dire qu'ils vont être efficaces pour augmenter les variables d'intérêt que j'ai en tête, c'est-à-dire la force ou typiquement la puissance, l'hypertrophie, Ouais, c'est ça. etc. Par contre, ils vont peut-être être utiles pour dire bon ben cet exercice il active bel et bien ou il y a bien et bel Ouais. pardon, Bel il et y bien. a bel et bien une activation, une implication de mon groupe musculaire pour ce Ouais. mouvement. Il y a de fortes chances pour qu'il y participe, mais ça ne me dira probablement rien de la manière dont il va évoluer dans le temps en termes de variables Ouais. d'intérêt. Force, puissance, hypertrophie, explosivité, tout Ouais. ce que tu veux. Ouais. Donc, Ouais, utile, c'est ça qui est mais... compliqué parce qu'au final, on choisit des exercices dans un but, généralement. Et donc, Ouais. généralement, quand on choisit un exercice, on se dit, Mm. bah, ok, je vais le choisir pour développer la force ou l'hypertrophie dans mon fessier. Même chose en kiné, hein, généralement. Enfin, ou alors, parfois, on prend le parti de se dire, ok, on va juste un petit peu distraire le patient avec un exercice et ça va un petit peu le sortir de son schéma douloureux. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, je me dis, dans la programmation pure et dure, généralement, il y a un but derrière. Et du coup, je me dis, c'est difficile de se dire, bah, ça nous dit en fait la première étape de l'information, c'est qu'on stimule cette zone-là, mais on ne sait pas vraiment extrapoler plus que ça, quoi. Donc, Non, et je pense que ça, de toute façon, tu pas le rappelles beaucoup. dans la formation que tu as faite avec Vassilis sur l'hypertrophie, que je vous invite aussi d'ailleurs à aller découvrir. Et je pense que l'hypertrophie ne se limite pas qu'à ça. Et si ça se limitait qu'à ça, ce serait tellement plus facile. On pourrait juste se dire, Ouais, tu ça vois, serait tu plus dirais, simple. Oui. bah super, bah écoute, on va faire juste ça, juste cet exercice et ce sera bien. Mais ok, mais Ouais. ça c'est hyper intéressant parce que je vois beaucoup ces études passer et j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Moi j'aime beaucoup voir les activations, etc. Mais force est de constater qu'il y a des limites et qu'il faut en être conscient, quoi. Comme tout en Mm. fait. Ouais, il y a pas toujours de corrélation. Ouais. C'est ça le truc, Mhm. c'est que il arrive que parfois les résultats soient Ouais. cohérents. C'est-à-dire que on a fait un relevé électromyographique en comparant des tractions avec un curl biceps. Tu vois, Mhm. typiquement, il se trouvait que la magnitude des bouffées électromyographiques au niveau du biceps brachial était sensiblement identique entre les deux exercices. Si on met une étude en place dite longitudinale, donc une étude interventionnelle sur plusieurs semaines où on entraîne, ben on constate également que, notamment chez les novices, il y a des magnitudes de gains au niveau du biceps brachial qui sont sensiblement identiques entre du curl biceps et des Ouais. tractions, Ouais, typiquement. c'est ça. Tu vois. Bon, ben là, c'est cohérent. Par contre, sur d'autres exos, ça l'est pas forcément. Typiquement, des magnitudes de bouffées électromyographiques supérieures en hip thrust versus squat. Et quand on compare les deux exercices sur plus long terme,
Bah, en fait, on se rend compte que Ouais, bah, les gains au niveau du grand fessier, ils sont sensiblement identiques. ouais, Même si le fait que le Lip Trust avait engagé des niveaux d'activité électromyographique légèrement supérieurs en comparaison du ouais. squat. Bon, pas de lien. A priori, pas de Mm. lien, tu vois. Donc, globalement, on a tendance à dire, n'utilisez pas le MG pour Ouais. ça. Ça n'a pas de, ça n'a pas d'intérêt particulier. Votre activité électrique, à un moment donné, elle ne sera probablement pas le reflet de vos adaptations sur le moment. Les adaptations dépendent de bien des paramètres, mais pas de l'activité électrique a Ouais. priori, quoi. Et en plus, j'avais vu une étude enfin, j'en avais fait un post à l'époque, c'est il y a quelques mois, donc j'ai plus le nom de l'étude, mais ça me vient comme ça, qui, je me demande si c'était pas une thèse, mais ça, j'ai pas envie de dire de conneries. Et c'était au final quelque chose qui démontrait que même l'activation musculaire pour un même exercice variait entre les individus. Et donc, en fait, tu avais, alors, Mm. effectivement, le grand fessier, il sera toujours activé quand tu fais un step-up, donc tu montes sur une box avec une grosse flexion de hanche, Mm. ça sera activé chez la plupart des individus, on est bien d'accord, mais qui avait quand même une variation. Je ne sais plus c'était dans quel exercice que c'était montré. Je me demande si c'était au niveau des ischios. Et en fait, ça, je me dis, ben, ça rajoute encore aussi une limite, c'est que le taux d'activation peut varier entre les individus selon des facteurs dont j'ai pas connaissance là comme ça. Mais c'est Mm. aussi intéressant de se dire ben, que ce qu'on retrouve dans l'étude, peut ne pas toujours être pile poil. C'est pas parce que dans l'étude c'est activé à 70% avec un step-up au niveau du grand fessier que chez nous ça va l'être pour Mm. autant. Et donc ça rejoint aussi le fait de se dire que Ouais. ça peut pas servir pour vraiment déterminer les gains hypertrophiques ou de force ou Mm. de puissance, etc. etc. Ouais. Donc, Ouais. ok, trop bien. Bah écoute, ici ça fait déjà 1h20 qu'on discute. Ouais. J'aimerais, avant de te relâcher dans la nature, te poser une petite question que je pose de façon plus ou moins systématique. C'est-à-dire que j'aime toujours un petit peu que les invités nous partagent des choses. Parfois, c'est des cas cliniques. Ici, avec toi, j'aimerais bien que tu nous partages, si tu le souhaites, peut-être 3 ouvrages, 3 ressources ou même 3 personnes qui ont contribué à changer ta pratique en tant que coach. Donc ça peut être, là j'ai dit des ressources, des personnes, ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui aujourd'hui fait, selon toi, que tu exerces comme maintenant et qu'est-ce qui a contribué à ça? Je sais que c'est une question assez vaste, mais que je trouve hyper intéressante. Ça peut juste être des ouvrages, voilà, Hmm. comme je dis, c'est libre. Il y a pas. Bon, j'espère que ça fait pas vantard de le dire comme ça, mais il y a pas grand monde qui m'a Mhm. influencé dans. Enfin, si tu veux, il y a personne en Ouais. particulier. Tu vois. Donc du coup, j'ai des noms d'individus fiables que je pense fiables dans le champ des sciences du sport Mhm. et dans le coaching en général, mais ça veut pas dire qu'ils ont plus contribué que d'autres. Donc, je vais citer, ouais, allez, je vais citer qui? Je vais citer Zach, Data Driven sur Instagram, donc c'est Zach Mhm. Robinson, que je trouve pertinent et qui a des analyses statistiques de réponses individuelles. Voilà, il a produit des papiers qui sont très Mhm. intéressants. Donc je trouve que la réflexion qu'il propose au niveau des entraînements de force et d'hypertrophie est particulièrement Ouais. féconde. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je vois mal pourquoi je priverais les individus de ce type de réflexion. Euh, il y a Greg Nichols, qui est responsable, ou qui était, je ne sais plus s'il y a encore, de Stronger by Ouais. Science, qui est un blog autour des sciences. Donc Greg Nichols est quand même particulièrement pertinent sur ses Mhm. analyses et sur la manière dont il a de communiquer la science. Donc c'est un puits de Mhm. science, et dans les sciences du sport, on est loin de tomber sur un guignol. Donc voilà, pareil, c'est particulièrement fécond. Euh, et le plus récent, je pense, qui a eu un impact sur la manière dont j'ai de concevoir le Mhm. suivi dans mes coachings, c'est Stéphane Ouais. Morin, Ok. français, qui est, je sais pas comment résumer son activité professionnelle, mais on va dire data scientist. Je suis pas sûr que ça soit vraiment le terme qui, je pense qu'il râlerait que j'emploie ce Ok. terme-là, mais bon, qu'importe, je suis désolé, j'ai pas l'intitulé exact de son métier, mais il est
très intéressant quand il s'agit de discuter des blessures ou de la gestion de la charge interne, de la charge de travail des individus au cours Ok, du temps, selon différentes ok. temporalités. Donc voilà, je trouve que son discours, il est provocateur et Ok. j'aime bien ça, de temps en temps quand même. Un peu provoque, mais surtout, il a quand même des arguments Ok, solides. Donc enfin, je trouve qu'il a des arguments solides et qu'il a de vraies solutions pratiques à ok, proposer avec des points de vue qui sont assez nuancés sur le sujet. Donc tu vois, trois ok, top. personnes. Je n'ai pas d'ouvrage en particulier à te Mhm. proposer là-dessus. Non, c'est déjà bien. Il y a peut-être l'ouvrage de, j'ai oublié son nom, mais c'est How to Move, euh, comment on Mhm. bouge, de. Ah, celui-là, je l'ai pas. Ah mince, c'est. How to move. Ouais, Bon, c'est pas grave, si je retrouverai peut-être plus tard le nom de ouais. l'auteur. J'ai T'inquiète, au pire, tu oublié pourras toujours me comment il l'envoyer s'appelle. sur WhatsApp ou quoi. Je vais mettre, comme ça, je Ouais, mettrai en fait ouais, tout à fait. les auteurs ou les personnes que tu recommandes aussi. Je les mettrai dans la description Hmm. bah, parce que je me dis, voilà, ça permet aussi aux personnes qui voudraient un petit peu connaître d'autres personnes, on va dire, ou s'intéresser Hmm. à d'autres choses, bah, d'avoir des points de virage, quoi. Ça va? Yes, Ok, yes, yes. super. Ben écoute, je te remercie d'être passé ici. Je Merci à rappelle toi. donc à tous ceux ou celles qui nous écoutent, donc on peut aussi te retrouver sur Instagram, donc Mathias Soulol, Hmm. si je dis pas de bêtises, mais je mettrai ton facile, simple. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les diverses formations qu'a créé Mathias, qui sont vraiment hyper qualitatives. Surtout si vous avez aimé ici l'échange qu'on a eu aujourd'hui, bah, pour avoir suivi tes formations, bah, c'est vraiment allez, la justesse que tu as exprimée ici est un bon reflet, je trouve, de ce qu'on retrouve dans tes formations. Et forcément, tu vas plus loin dans les formations vu que c'est quelque chose que tu es, allez, où tu es seul face à la caméra, etc. Et donc, tu as plus aussi Ouais. l'occasion de bien structurer tout. Mais donc voilà, si jamais, je vous invite vraiment, moi en tout cas, pour ma part, c'est validé pour ce que ça vaut. Et même voilà, je vous encourage à aller suivre Mathias qui fait vraiment du chouette contenu. T'as une chaîne YouTube ou Merci. pas, toi? Non? Non, mais je Ok, l'utilise pas. Enfin, oui, j'en ai une, mais ok, pas. Il y a des vieilles newsletters dessus, c'est tout. Des sortes de formes de ok. podcast. Pourquoi pas, hein, c'est en vrai, mais elles ont pas de. Ça n'a plus d'intérêt, je l'alimente pas D'accord, si tu veux. Mais pareil, le newsletter, je l'alimente d'accord, ok. plus. Je, je suis trop occupé à produire à produire les diapos pour la formation avec Ouais, Vassilis, j'ai pas le ouais. temps, quoi. Si tu Donc c'est la formation ici, comme ça. J'aime bien, comme je dis, j'aime bien faire de la pub parce que je trouve que on valorise pas toujours assez aussi le travail qualitatif. Il y a beaucoup veux. on va dire les termes, mais beaucoup de merde qui circulent sur Instagram, des business autour de formation, etc., qui sont, je trouve, très peu qualitatives. Et pour avoir Hmm, suivi vos travaux, je trouve que j'ai pas suivi votre formation encore parce que hmm, j'ai d'autres frais en ce moment. Mais par hmm. contre, je peux témoigner que pour suivre votre contenu, je soutiens vraiment. Et donc voilà, tu as fait une formation hypertrophie avec Vassilis. Et donc si vous voulez en savoir Ouais, plus sur la prise de muscle, etc., je pense que ça peut vraiment s'appliquer aussi aux patients dans le champ de la kiné. Et comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est une formation évolutive où vous rajoutez du contenu petit à petit, c'est ça? Ok, ouais. Ouais, oui, on n'a pas tout mis ok, d'un coup. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de travail, tout simplement, et qu'on a besoin de temps pour mettre en place ouais, différents modules. Donc, en fait, on est parti des variables les plus importantes pour l'hypertrophie. C'est elles qu'on a fait en ouais, priorité. Et là, maintenant, on ajoute du contenu sur des variables qui sont un peu moins importantes, avec lesquelles parfois on a de la littérature scientifique, et on essaie de partager les connaissances comme ça, et tous nos tips pratiques. En fait, on ne fait pas que de la traduction scientifique, on la discute toujours. C'est-à-dire, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, comment on voit les choses en fonction du niveau d'entraînement de l'individu. On a des conseils qui sont un petit peu différents, en fait, la ouais, c'est plupart du ça. temps. Et ça vient de nos expériences perso, comme ça vient de la littérature scientifique. On essaie de concilier les deux, en fait, systématiquement, et de voir à quel point c'est Ok, compatible ou pas. Et à quel point c'est réaliste, ok. faisable. Et ce qui est Hmm. intéressant pour terminer, c'est que cette formation, elle est, elle a été créée par toi qui est coach et aussi par Vas qui est diététicien, c'est ça, hein? Enfin, je sais pas Non, il n'a pas comment il le préfère. titre, mais il est Ouais, formé voilà, en nutrition, ouais.
Il a un Ok, master en voilà. nutrition. Ben, Ouais. et pour m'être aussi formé Ouais. en 2019 avec Vas sur tout ce qui est nutrition, décidément, je me suis formé chez chacun de vous. Et ben, je peux Ouais. aussi. C'est pour ça que je suis persuadé que la qualité de votre formation, c'est parce que j'ai un peu été voir vos deux formations séparées. Et puis après, je me doute que Hmm. la réunion doit être pas mal aussi. Donc voilà, comme ça, vous. On a fait Ouais, en bah sorte oui. que. Et puis vous allez, au moins dans cette formation, vous avez vraiment les deux aspects. Enfin, il y a cet aspect aussi nutrition qui, je pense, est hyper important et qui est pas intéressant et qu'on retrouve Hmm. peut-être moins dans les formations portant sur l'hypertrophie. En tout cas, Ouais. les autres. Donc voilà. Ouais, Donc voilà. ça marche. Bah, Bah, merci avec pour la grand pub. plaisir, c'est bien normal. Donc voilà, encore merci d'être passé ici. Et puis voilà, je te dis à très très vite dans tous les cas. Ça va? Yes, à très Salut, vite. salut, Merci ciao, ciao. encore. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.